On a pimpé le mot communautarisme, c'est ça le séparatisme. Il y a des périodes où être courageux, c'est plus difficile. Séparatisme, communautarisme, ça ne correspond à rien. Mais on dirait un peu le pitch de la prochaine émission de Bernard de la Villardière, en fait. Il y a une volonté d'emprise, pour le coup, de l'État et de l'exécutif sur ces différentes sphères sociales. C'est la droite, c'est la bonne droite. Ah, c'est une grande mascarade. Il n'y a pas de définition. Je pense que c'est de la responsabilité des organisations de gauche, des syndicats de gauche, des intellectuels, des militants, des médias, plutôt situés à gauche, de refuser ce terme, de dire ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une période dans une crise sociale. Et il va y avoir là des plans sociaux, une aggravation, donc je le disais, des conditions matérielles d'existence des gens, une aggravation des inégalités sociales, notamment raciales, mais pas que, des inégalités sociales de manière plus large. Et c'est une tactique de l'État Macron, donc moi je qualifie ça comme tel, c'est une tactique de l'État Macron et de tous ces bouffons du pouvoir, quoi. Enfin, c'est des gens qui agissent comme ça, des chiffons rouges, des épouvantails. Et pour moi, ça fait partie de ces chiffons rouges. Et c'est bien une tactique parce que parmi ces bouffons du pouvoir, il n'y a pas que des abrutis d'extrême droite. Enfin, bon, c'est plutôt des abrutis, mais ils ne sont pas tous d'extrême droite, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est une tactique pour saturer l'espace politique et médiatique et pour empêcher, en fait, de poser la question qui devrait tous nous concerner, en tout cas à gauche, c'est la question des inégalités structurelles, c'est la question des conditions matérielles d'existence et de l'aggravation du chômage qui est déjà massif. Donc pour moi, il faut refuser ça. Refuser ce débat. Ah, il faut le refuser. Et d'ailleurs, pour moi, à gauche, je ne parle pas des militants comme moi, antiracistes ou féministes, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de pouvoir politique, donc on n'est pas grand-chose politiquement. Mais les syndicats, les partis politiques, ils ont du pouvoir, ils ont des réseaux, ils ont de l'argent, ils ont des adhérents, etc. Ils peuvent imposer dans l'espace politique et médiatique la question sociale. Et en renvoyant comme ça d'un revers de main, mais je vous dis, en qualifiant ça de douille, parce que séparatisme, moi je vois l'égalité, je vois ce que c'est, la justice sociale, la question de la dignité, tout ça c'est mesuré par des sociologues, par des historiens, ça s'appuie sur des luttes de plusieurs siècles. On peut travailler là-dessus, on peut discuter. Séparatisme, communautarisme, ça ne correspond à rien. Ça ne correspond pas à des oppressions, ça ne correspond pas à des luttes. Ce n'est jamais qualifié, défini précisément. C'est uniquement, encore une fois, une mascarade pour nous empêcher de poser cette question de l'égalité et donc des inégalités et pour nous empêcher d'agir. Il faut refuser ça. Il y a des séparatismes au sens, et là c'est très important de définir les mots parce que sinon en effet on rentre là encore dans de nombreuses confusions et on peut mal interpréter les propos. Des séparatismes en ce sens où il peut y avoir des groupes de personnes qui souhaitent se séparer du reste de la société et appliquer des règles qui sont contraires à la loi commune, qui sont contraires aux normes républicaines. Donc là, il y a problème, puisque du coup, il y a confrontation, il y a opposition avec la loi commune et non-respect de la loi. Mais ce sont des séparatismes, au pluriel, et ça concerne tous les groupes qui sont dans cette logique-là. Alors effectivement, il y a l'islamisme radical, avec cette logique d'islam rigoriste qui, d'une part, va vouloir se séparer du reste de la société, mais aussi radical, c'est-à-dire avec une violence contre cette société, avec évidemment des dérives dramatiques qui peuvent aboutir au terrorisme. Après, mais il y en a d'autres, il y a des séparatismes qui sont liés aux dérives sectaires. Aujourd'hui, les dérives sectaires touchent plus d'un demi-million de personnes, 500 000 Français. Ce sont des dérives séparatistes aussi qui vont chercher à imposer à des groupes de personnes des normes tout à fait opposées au droit commun. Et puis il y a aussi des mouvements identitaires d'extrême droite qui sont dans une logique aussi séparatiste, qui s'opposent à la République laïque et qui le proclament d'ailleurs régulièrement et qui sont dans une logique de retour, par exemple, à une église d'État et qui surtout s'opposent à toute diversité de la société, on le sait, et vont avoir parfois des actions violentes ou fomenter des actions violentes, notamment contre les populations dites immigrées, etc. Et d'ailleurs, plusieurs attentats ont déjà été déjoués ces dernières années. Donc une loi sur les séparatismes, idéalement, devrait concerner tous les séparatismes dont vous parlez. Oui, tout à fait. Mais c'est normalement ce qui est prévu. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est un mot qui tombe comme ça, qui a été mis dans une marmite avec plein d'autres mots dans un cabinet ministériel ou présidentiel. On s'est dit, tiens, séparatisme, oui, ça sonne bien parce que
on pourra faire croire qu'on ne stigmatise pas une partie de la population, en l'occurrence les musulmans, et on pourra dire qu'on fait quelque chose pour lutter. Enfin, on a pimpé le mot communautarisme, c'est ça le séparatisme, c'est rien d'autre que ça, parce que le communautarisme, on l'a traîné pendant tellement d'années qu'on ne pouvait pas le recycler, donc on trouve un autre mot. Mais pour moi, enfin, je sais pas, et si je devais donner une définition par rapport à ce que je sais, et voilà, c'est vraiment... je pourrais le reprendre en disant c'est une manière de dénoncer les inégalités. Moi, le séparatisme, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là, le séparatisme républicain, quand on manque de respect aux gens dans ne serait-ce que ce qui est élémentaire et dans les droits qu'on leur promet et on ne fait rien pour leur garantir. Elle est politique à plusieurs titres. Alors d'abord parce qu'elle est portée par Gérald Darmanin, qui dès le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty a estimé que le CCIF faisait partie des ennemis de la République, qu'il désignait, et que c'était, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, une officine qui avait une responsabilité manifeste dans l'assassinat de Samuel Paty, ce qui n'a pas du tout été retenu par la justice, mais qui est porté par le ministre de l'Intérieur. C'est finalement une mesure qui rentre dans le cadre d'un agenda plus large du gouvernement, qui porte depuis des mois la notion de séparatisme, qui va présenter la semaine prochaine au Conseil des ministres un projet de loi confortant les principes républicains qui est consacré à cette notion de séparatisme et qui, depuis l'assassinat de Samuel Paty, a multiplié les opérations de police administrative visant des musulmans considérés comme radicaux par l'administration. Et donc tout ça s'inscrit dans une logique qui dure depuis plusieurs années. Très clairement, cette volonté de dissolution nous apparaît comme une instrumentalisation politique de l'opportunisme politique. Le CCIF, c'est tout simplement une association qui défend, comme vous l'avez dit initialement, le droit notamment des musulmans, mais pas que d'ailleurs, pas que des musulmans. Il arrive que le CCIF défende des personnes qui ne soient pas de confession musulmane. Et une organisation comme le collectif contre l'islamophobie en France, qui obtient, encore une fois, des décisions de justice devant des magistrats, validées par des magistrats, sur des faits, sur des lois appuyées sur des lois françaises, reconnues à l'international, qui a des partenariats avec toutes les autres associations en France qui combattent pour les droits de l'homme, mais aussi reconnus à l'international, c'est extrêmement choquant que le ministre de l'Intérieur considère celle-ci comme une, si je le cite, ennemie de la République. On y voit là un opportunisme et un autoritarisme exacerbé de la part du ministre de l'Intérieur. Lorsque Gérald Darmanin désigne le collectif contre l'islamophobie en France comme, je le recite, ennemi de la République, il faut savoir que ça met en danger aussi les salariés de l'association. Et donc, pour les sécuriser, nous avons effectivement voulu nous autodissoudre pour nous relocaliser ailleurs. Il y a des périodes où être courageux, c'est plus difficile. Donc, une grande partie de la droite, de l'extrême droite, voire d'une partie de la gauche, a foncé bille en tête effectivement sur le collectif contre l'islamophobie en France. Mais il n'en reste pas moins que nous avons noté des gens courageux, des soutiens, des gens qui se sont prononcés. Nous, on ne demande pas à ce qu'ils viennent intervenir avec nous devant les tribunaux, mais tout du moins qu'ils reconnaissent tout simplement les faits, qui s'appuient sur les faits, qui disent si effectivement cette décision peut paraître arbitraire ou pas. Et on a pu voir que des politiques se posaient des questions. Alors ça va plutôt effectivement du côté des Verts, du côté de l'extrême gauche, du côté de la gauche de M. Mélenchon, etc. Des gens qui, il faut le reconnaître, ont pris des positions courageuses. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, beaucoup de musulmans ont été un peu surpris, voire choqués de la position du président Macron, parce que il ne nous a pas vraiment habitués à ça, durant notamment, si vous vous souvenez, la campagne présidentielle, il s'était quasiment positionné en tant que, sur ces sujets, tout du moins, anti-valsiste, l'exact contraire de Manuel Valls, celui qui voulait rendre gorge, si vous vous souvenez bien. Donc Emmanuel Macron avait pris plutôt un parti, j'ai envie de dire, presque apaisant. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce retournement. On peut comprendre effectivement qu'il y ait un débat suite à l'attentat qu'a subi le professeur Samuel Paty, mais de là à faire de tels amalgames et à s'en prendre à des associations comme Baraka City ou collectif contre l'islamophobie en France, qui, encore une fois, je le rappelle, lorsque vous faites des sondages sur quelle est l'association la plus représentative pour les musulmans de France, ils vous répondent le CCIF. Ils ne vous répondent pas le CFCM ou une autre association. C'est le CCIF. Et c'est cette organisation avec laquelle on ne veut pas débattre, et je pense que c'est préjudiciable et dommageable. Le gouvernement parle, je cite, d'un entrisme communautariste insidieux mais puissant qui gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. On dirait un peu le pitch de la prochaine émission de Bernard de la Villardière, en fait. Mais au-delà de... Ce qui n'est pas un compliment.
Non, c'est pas du tout un compliment. Non, c'est pas du tout un compliment. C'est une comparaison, mais en tout cas, je me base sur le texte et l'exposé des motifs, qui va encore plus loin. C'est-à-dire que l'exposé des motifs présente et met en scène une république faible face à un séparatisme fort. Et donc cette mise en scène d'une république faible, je reprends les mots, il y a cette phrase qui est que la république n'a pas suffisamment de moyens d'agir contre ceux qui veulent la déstabiliser. Comme si les présumés séparatistes, dont on cherche les contours encore, avaient la possibilité de renverser les institutions républicaines, les règles républicaines, les équilibres républicains. Il y a un décalage total entre l'exposé des motifs et le réel tel qu'il est vécu au quotidien par les acteurs de terrain. Bien sûr que non, ce n'est pas une loi d'émancipation, c'est une loi qui renforce à tous les niveaux le contrôle et les pouvoirs de l'État, notamment, comme Sarah l'a dit, les pouvoirs du préfet et de police administrative. C'est une loi qui remet en question les équilibres des pouvoirs à l'échelle locale entre l'État et les collectivités locales, l'équilibre des pouvoirs entre l'État et les cultes, et l'équilibre des pouvoirs et de liberté entre l'État et le monde associatif. L'atteinte à l'égard du monde associatif, et pas seulement les cultes, c'est l'ensemble du monde associatif qui se retrouve soumis à un certain nombre de normes et de règles dont on attend les détails, les décrets d'application, parce que pour le moment, ce texte-là énonce un principe, mais un principe qui autorise des formes de contrôle, des formes de répression politique et des formes de discrimination, qui leur donne une assise juridique au nom du respect des principes et de la conformité aux principes républicains. Donc, je veux dire, il faudra être extrêmement attentif pour savoir, derrière l'idée de respect des principes républicains ou des valeurs de la République, qu'est-ce qui est en jeu? Parce qu'il y a un vrai glissement. Cette loi, elle est à comprendre dans le contexte général. Et moi, en lisant l'exposé des motifs et en parcourant la loi, ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'il me semblait qu'elle était à mettre en regard avec ce qui se joue aujourd'hui avec la loi de sécurité globale, notamment le fameux article 24, pardon. Oui. Mais aussi ce qui se joue en matière d'attaque sur les libertés dites académiques. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le projet général de ce gouvernement, il y a une mécompréhension du fait qu'il y a des sphères qui ont des fonctionnements différents, des formes de régulation interne, et il y a une volonté d'emprise pour le coup de l'État et de l'exécutif sur ces différentes sphères sociales. Je pense par exemple à un exemple qui est cité dans un article de Mediapart où un rabbin s'inquiète de cette loi et dit est-ce que maintenant, s'il y a en plus la question de l'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a des passages du Pentateuque qu'on ne pourra plus lire au nom de l'égalité homme-femme? Donc il y a quand même quelque chose d'assez incongru quand on revient aux régimes différents, les régimes de vérité, les régimes d'autorité qui caractérisent des sphères distinctes de la société. Et c'est en ça aussi, c'est cette non prise en compte de la distinction des sphères qui peut faire lire ce projet comme les autres, comme des volontés d'entrave à la liberté ou des menaces à la liberté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'indistinction sous l'emprise d'un exécutif. Enfin, on pourrait penser que ça amènerait à ce résultat-là. Je crois que ce qui frappe vraiment dans le texte, c'est que la focale est extrêmement large. Pour reprendre la mise en mots du Premier ministre, il dit que l'ennemi, c'est l'islam radical, mais il y a quand même un fort risque quand on lit l'intégralité du texte, qu'en fait, il emporte bien davantage sur son passage et qu'il crée une restriction ou une dégradation des libertés pour des segments extrêmement larges de la population, puisque le texte vise la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté religieuse, etc. Donc vraiment, la focale est extrêmement large et je crois que pour ce seul motif, c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation pour nos libertés, alors même que plusieurs ministres, le premier d'entre eux, Jean Castex, mais aussi Éric Dupond-Moretti à la justice, ont dit c'est un texte d'émancipation et de liberté. Alors c'est intéressant cette rhétorique de l'émancipation. En fait, on en a des exemples assez récurrents. J'ai souvenir par exemple de mots qu'avait eu Jean-François Copé au moment de la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Et il avait dit ça n'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi de libération. Donc on avait un peu le même genre de rhétorique. Alors c'est un petit peu frappant parce qu'en fait quand on regarde le texte, il y a beaucoup d'incriminations, il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de règles nouvelles qui sont restrictives. Donc c'est quand même un petit peu difficile à lire au prisme de l'émancipation. Je pense, pour faire crédit
dit, à ce que j'ai entendu des mots du Premier ministre, qu'il a complété un peu sa phrase en disant c'est une émancipation par rapport à toutes les formes d'obscurantisme, etc. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, le discours qui désigne la religion nécessairement comme antonymique à la liberté parce que un système de croyance qui risque de verser dans l'obscurantisme, c'est un courant philosophique qui existe dans l'histoire des idées, mais il se trouve que précisément, c'est pas du tout la logique qui a été suivie par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui au contraire a été mise en place, façonnée, installée sur la majeure partie du XXe siècle dans une philosophie libérale qui est en fait de respecter les croyances, les non-croyances, mais aussi les croyances, et donc pas du tout de les assimiler nécessairement à des formes d'obscurantisme ou à les renvoyer à l'antonyme de la liberté. Au-delà de la loi de 1905, ce qui est très frappant dans ce texte, qui conforte le respect des principes de la République, c'est qu'il touche à la loi de 1905, il touche à la loi de 1880 sur la liberté de la presse, il touche à la loi de 1882 sur la liberté de l'enseignement, il touche à la loi de 1901 sur la liberté d'association, et voilà... Il y a quand même quelque chose d'intéressant à signaler dans le fait que pour réaffirmer les principes républicains, on a besoin de faire pièce, en tout cas en partie, à certaines des lois les plus emblématiques de cette Troisième République, République des libertés, mal nommée. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même des lois emblématiques, des grandes lois de liberté publique de la Troisième. Alors la liberté d'association, on en discutait en préparant l'émission, vous dites que c'est assez problématique sur la liberté d'association. Ouais, sur la liberté d'association, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que la liberté d'association, c'est une des manifestations, c'est une des déclinaisons de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, si j'emprunte le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une société démocratique pluraliste, ça protège toutes les opinions, et notamment les opinions qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. Et il n'y a pas véritablement de sens à protéger la liberté d'expression si c'est simplement pour protéger précisément toutes les opinions qui posent strictement aucun problème. De ce point de vue, subordonner le plein exercice de la liberté d'association, la pleine jouissance, et ici en particulier les subventions publiques, à l'idée que les associations accepteraient par un accord contractuel, un contrat d'engagement républicain, de respecter les valeurs de la République, mais aussi l'ordre public, c'est ça qui figure dans le texte, ça me paraît quand même très problématique. Il y a des associations monarchistes, anarchistes, qui probablement ne pourraient pas signer un texte d'engagement à respecter les valeurs de la République, puisque leur objet social est antinomique de ce point de vue. Il y a des associations qui pourraient considérer, en toute hypothèse, que le seul fait de devoir s'engager dans une démarche contractuelle est une négation de la liberté qui est la leur, et que ça serait une contradiction dans les termes. Et peut-être une manière de l'illustrer, c'est de réfléchir un peu par analogie. C'est-à-dire, si c'était, par exemple, la liberté de la presse qu'on entendait subordonner ou conditionner à l'engagement contractuel de respecter un certain nombre de valeurs, je pense qu'on verrait tout de suite que, en effet, cette démarche contractuelle est antinomique du principe de liberté. Cette loi fait partie du dispositif qui s'ajoute à d'autres dispositifs pour la lutte contre l'islamisme radical ou l'extrémisme serait acclamant de l'islam. Et sur le projet, évidemment, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des dispositions supplémentaires. Nous l'avons déjà dit d'ailleurs au moment de la consultation avant la présentation de la loi au Conseil des ministres. La question qui nous est posée n'est pas tellement celle-là en vérité. Nous pensons bien qu'il faut lutter contre cet extrémisme. La question, c'est de savoir quelle est la cible visée. Ce n'est pas seulement avec un projet de loi qu'on va arrêter l'extrémisme se réclamant de l'islam. C'est avec tout un ensemble de vigilance, d'action et de prise de conscience de la société française. Et là, je crois qu'on est assez d'accord avec les autres confessions, et en particulier le judaïsme. Notre question, elle est la suivante. Comment se fait-il que ce projet de loi, justement, vise particulièrement les associations 1905 qui, ne sont pas utilisées par les musulmans, aucun, et qui, 2, ne sont utilisées que par les protestants et les juifs.
aujourd'hui. Sur les 3 000 ou 4 000 associations culturelles en France, les 3/4 sont protestantes et le reste juifs. Quelques organismes latéraux utilisent cette loi. Mais là, il y a un vrai problème de visée de la loi. Ça, c'est le premier point sur lequel nous sommes très, très vigilants. Et le second point, c'est que les dispositions qui sont proposées sur cette loi 1905 ne la rendent plus du tout attrayante. Or, c'était le deuxième objectif de cette loi. Non pas seulement lutter contre les séparatismes, mais favoriser l'arrivée dans la loi 1905 des communautés musulmanes qui jusqu'à présent sont généralement et presque exclusivement en 1901 ou 1907. Or, le processus législatif contraint tellement le système 1905 qu'il n'est plus du tout attrayant, même et y compris, j'allais dire presque, pour les protestants et les juifs. Il y a une question qui est posée là sur, au fond, l'esprit de liberté qui ne règne plus suffisamment dans le projet de cette... En gros, vous avez des associations qui font du cultuel en étant immatriculées en loi 1901. À un moment, il faut dire, il y a un statut... sur les associations. Oui, et il y a un statut spécial qui est le statut 1905 pour les associations qui font du culte. Donc vous faites du culte, ok, mais vous basculez en 1905. Vous voulez pas, on met des contraintes sur la loi 1901 qui sont exactement les mêmes que celles de 1905. Mais, ce faisant, c'est vrai, par exemple, l'État a exigé qu'il y ait un contrôle des comptes, ce qui est une bonne chose, sauf que ça coûte. Et donc, nos petites associations, je comprends les questions du pasteur, mais moi, la seule différence, c'est que moi, je me dis, au fond, l'État sait parfaitement qu'il faut nous aider et aider l'islam, majoritaire en France, à pouvoir mettre de côté toutes les tentations d'enfermement, de séparatisme. Il y a des sorties trop droitières. Il y a des sorties de quelques personnes. Voilà, je savais qui très c'est bien. le moment de le dire. Je vous dis, c'est en général le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin. Quel que soit le ministre, un peu, ça s'est calmé un peu quand Castaner était ministre. On a senti une parole beaucoup plus apaisée. Christophe Castaner, qui quand même était un ministre de l'Intérieur, qui lui aussi a réprimé les mouvements sociaux. Oui, mais qui avait une parole, en tout cas, plus une action beaucoup plus calme que l'action actuelle. Je ne sais pas si Gérald Darmanin aurait pu gérer les gilets jaunes comme Castaner. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Gérald Darmanin ? Il parle à son électorat, Gérald Darmanin. C'est quoi son électorat ? C'est la droite. C'est la bonne droite.